summit is yet another opportunity to discuss broad strategies and creating innovative power distribution systems here in Africa. J'aimerais produire 1000 MW avec du LNG. Et mettons simplement ensemble le besoin actuel. La présence du secteur privé, national et international, donne toute la substance à ce forum. Je voudrais encore qu'on les applaudisse. I am very confident that if we put our mind in there, we can do it. But it all depends of us. Nous savons que nous avons à développer des infrastructures transfrontalières pour permettre que la synergie soit la solution. It is as much a forum for deep, insightful and critical analysis of the business and energy challenges facing the Central African sub-region, as it is a practical solution provider to those challenges. Il faut maintenant aller pour ces raisons historiques, donner satisfaction à nos différents peuples. Ce que nous comprenons ici doit pouvoir être partagé et avoir une vision et une action commune partagée dans les 6 États, élargie à la CEAC pour nous permettre d'être efficaces.
Allô? Allô, allô, test. Ok, merci. Pour ce second panel sur le thème « Construire un réseau interconnecté alimenté par un mix énergétique », nos panélistes seront donc M. Hassan Cherif Djarouké, le directeur des projets d'électrification rurale, ainsi que M. Bedaïbe Apollinaire, directeur de production de la SNE, et également M. Madingue Djasro, qui est l'executive director de Tawara Group. Nous avons également M. Jean-Paul Batna, directeur général de la RSE Tchad. Ce panel sera modéré par M. Serge Esso, fondateur et PDG de Glencoe Advisory. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, pour ce panel d'illustres invités. Merci, merci infiniment. Bonjour à tous, ou je devrais dire bon après-midi. En tout cas, c'est un immense honneur et un plaisir pour moi d'être ici à N'Djamena pour la première fois, mais pas la première fois au CABEF, mais en tout cas la première fois au Tchad, et d'avoir eu la confiance, on va dire, des organisateurs du CABEF pour modérer ce panel qui est essentiel au thème du CABEF et du projet CAB qui repose sur ce que moi j'appelle les autoroutes de l'énergie. Donc notre thème, c'est construire un réseau interconnecté alimenté par un mix énergétique. Donc si je veux essayer de déconstruire ce thème et de commencer par fracturer cette longue phrase, c'est d'abord construire un réseau interconnecté. La construction d'un réseau interconnecté est extrêmement challenging, comme on dit. C'est extrêmement difficile dans la mesure où il y a des obstacles géologiques, des obstacles d'ingénierie, des obstacles géopolitiques, des obstacles financiers. Et il faut pouvoir mettre en œuvre cette interconnexion, donc ces réseaux qui passent d'un État à un autre, d'une région à une autre éventuellement, pour pouvoir développer ces circuits d'énergie qui seront donc financés, on le verra après, mais alimentés par différentes sources d'énergie. C'est pour ça qu'on parle de mix énergétique, différentes sources d'énergie, généralement à bas carbone, avec de faibles émissions de gaz à effet de serre. Et généralement, c'est l'hydro, c'est l'éolien, c'est la biomasse, c'est le solaire. Donc, aujourd'hui, nos panélistes vont pouvoir nous édifier un petit peu sur ces différents thèmes-là, c'est-à-dire construire ce réseau interconnecté avec ce que ça implique comme challenge, mais comme opportunité également, mais qui de l'alimentation de ces différents réseaux interconnectés, alimentation donc par un mix énergétique. Les différents panélistes ont été cités, ont été présentés. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais nous avons quand même quelques petits objectifs au niveau de ce panel, qui est surtout le sharing best practice, essayer de partager un peu l'expérience, présenter l'état des lieux, savoir ce qui a été fait, ce qui est en place, ce qui reste à faire, ce qu'on peut faire pour lever les obstacles à la mise en place de ces réseaux interconnectés et alimentés par le mix énergétique. On va voir les opportunités, les défis, mais aussi nous avons la chance d'avoir le régulateur qui est parmi nous. Donc on va parler un petit peu de politique, de réglementation, de cadre juridique en place pour pouvoir faire de ce projet une réalité. Donc sans plus attendre, je vais d'abord passer la parole justement à M. Jean-Paul Batna, qui est le directeur général de l'ARSE, qui est le régulateur, l'autorité de régulation du secteur de l'énergie électrique au Tchad. Alors, monsieur le régulateur, si vous pouvez nous donner déjà d'entrée le cadre régulatoire, le cadre juridique en place dans lequel on peut opérer afin de mettre en place ces réseaux interconnectés et surtout développer un mix énergétique qui va permettre de booster l'appel en énergie demandé dans la sous-région.
Merci beaucoup. Je pense que ça marche. Ça marche? Oui. Ça fonctionne? Est-ce que votre micro fonctionne? Ben, c'est la question que je pose. Ouais. Ça marche là? La régie, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir le micro de M. Mbatna? C'est bon? C'est bon, okay, je pense que c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Je salue donc le public. Je pense qu'à la question qui vient d'être posée sur le cadre réglementaire qui existe, je voudrais tout simplement rappeler un aspect très important, parce que là, on parle des questions de la région, donc une interconnexion entre les pays de cette région-là. Vous savez, depuis l'année dernière, au niveau de la réglementation, il y a des étapes qu'il faudrait suivre. Dans un premier temps, il faudrait avoir des institutions qui soient dédiées forcément au pilotage des projets qui existent pour la sous-région. Tout à fait. Et c'est seulement au niveau de ces institutions que peuvent se mettre en place les réglementations qui peuvent nous permettre de conduire nos activités dans le cadre de l'interconnexion. En ce moment, ce qui existe au niveau de la sous-région, malheureusement, nous n'avons pas pris, je suis au regret de le dire, nous n'avons pas pris les activités dans le bon chemin. La réglementation se met au fur et à mesure en place avec des projets qui existent dans le cadre de l'interconnexion au niveau de notre région. L'année dernière, il y a eu une tentative de mise en place d'un régulateur sous-régional, parce que lorsqu'on parle déjà de l'échange d'énergie entre un pays et un autre, nous sommes au-delà des réglementations des pays. Donc il faudrait nécessairement avoir des réglementations qui s'apparentent ou qui puissent piloter les activités au-delà des pays que représente donc la région. L'année dernière, il y a eu donc la tentative de la mise en place du régulateur sous-régional, piloté par le CEAC. C'est dans le cadre du PEAC, effectivement. Non, par le CEAC. Le PEAC, c'est le pool énergétique. Le pool énergétique. C'est la branche technique qui s'occupe de tout ce qui est question de mise en place des projets dans la sous-région. Mais le régulateur sous-régional, qui s'appelle le COREAC, qui a été dans sa phase de mise en place complètement définie, mais qui reste donc la phase d'opérationnalisation de l'organe en quelque sorte. Parce que si aujourd'hui on parle de l'interconnexion entre les États, pour prendre le cas par exemple entre le Cameroun et le Tchad, où des équipes sont mises en place, où d'ici bientôt on verra l'échange énergétique entre ces pays-là, pour parler de l'électricité, il faudrait qu'il y ait un régulateur qui puisse piloter un peu les activités au-delà. C'était un peu la motivation qui a été faite de la mise en place de ce régulateur-là. Et donc, on attend que le CEAC puisse impulser encore davantage l'opérationnalisation de cet organe-là, qui est essentiel, qui, je dirais même, est fondamental, parce que quand il est question des échanges, il y a beaucoup d'autres éléments qui peuvent se mettre en place. Il ne suffit pas seulement d'avoir des lois, il y a aussi des éléments qui accompagnent la loi, comme les normes. Il faut mettre en place des normes, il faut mettre en place des codes réseaux, parce que là, il est question des réseaux qui vont partir d'un pays, ce n'est pas forcément les mêmes codes qui sont utilisés d'un pays à un autre. Les mêmes fréquences, les mêmes... Exactement. Les mêmes tensions. Tout à fait. Donc, il faudrait qu'on arrive à harmoniser les codes réseaux qui existent d'un pays à un autre. Et ça s'accompagne également de la politique de tarification, parce que la pratique de la tarification diffère aussi d'un pays à un autre. Donc, il faut un organe qui puisse harmoniser tout cela. Donc, ce sont des éléments complémentaires qui devraient nous aider à finaliser l'opérationnalisation de l'organe de régulation qui existe dans la sous-région. Donc, à ce niveau-là, on peut parler simplement de l'existence des textes, mais qui sont des textes nationaux. L'étape de la mise en place de textes sous-régionaux n'est pas encore totalement finalisée. Et je pense que c'était un avantage d'avoir un organe comme le CEAC et la CEMAC qui nous ont précédés. Et là, nous faisons l'écho de l'existence sur le plan technique, sur le plan réglementaire, de cette absence qui pourrait constituer un frein. Parce que tout à l'heure, on a parlé des aspects financiers, on a parlé des aspects techniques, mais les aspects réglementaires, c'est aussi ça.
s'il n'y a pas d'existence des textes réglementaires sous-régionaux, nous aurons certainement des difficultés à piloter des projets qui ont vocation à connecter les pays entre eux. Absolument. Voilà, donc c'est un peu ça en fait. Donc tous les textes nationaux doivent être harmonisés pour que nous puissions avoir à disposition des sociétés nationales, d'une part, à disposition des organes de la sous-région, d'autre part, des textes qui puissent leur permettre, pour le cas par exemple du régulateur, de piloter les activités d'échange d'un pays à un autre de l'énergie de façon un peu concertée. Voilà. Ça, en ce qui concerne l'énergie électrique et les documents réglementaires qui existent de nos jours. Donc il y a une étape très importante qui existe, qui a encore à franchir devant nous. Et je pense que je relais ici l'écho non seulement des régulateurs, mais même, vous verrez, au niveau de la production des pays, les autres vous diront la même chose. Le PEAC peine jusqu'à présent à mettre en place des règles qui soient communes à tous les producteurs ou bien à toutes les sociétés nationales. Alors que le PEAC, je pense que d'ici une semaine, on va fêter les 20 ans d'existence du PEAC et nous sommes encore à cette étape-là. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mentionné. Je suis au regret de dire que, bon, ma première intervention, c'est sur une note un peu négative, mais ça vaut la peine que nous puissions relever ces aspects-là afin qu'on puisse se saisir vraiment de la question et que le CABEF qui se tient en ce moment soit porteur de cette voie-là afin que nous puissions aller en avant sur des choses qui existent et qui demandent à être faites encore. Mais c'est sur les points négatifs qu'on tire en général le positif, et il faut le positif et le négatif pour que ça fonctionne. Exactement. Il y a le cadre réglementaire, le cadre juridique qui est en place, mais ce qu'on voudrait savoir, et c'est un peu ça le nœud de la question, c'est quelle est la pratique, comment est-ce que ce besoin d'interconnexion est vécu par le marché, par les opérateurs, par notamment aussi les populations rurales. C'est là où je me tourne vers la SNEL, la SNE, la SNEL c'est en RDC, la SNE, et aussi vers l'ADERM, pour savoir quelle est la situation actuelle de, disons, l'état du marché en ce qui concerne des possibilités d'interconnexion des réseaux à partir du Tchad, parce que nous voyons que sur ce panel, on est beaucoup plus centré sur le Tchad, je pense, si je ne me trompe pas totalement. Mais ce qui est valable pour le Tchad est valable pour l'ensemble de la sous-région. Donc, quel est votre vécu en tant qu'opérateur? Vous êtes directeur de la production de la Société nationale d'électricité du Tchad. Vous pouvez nous partager votre vécu en ce qui concerne, d'une part, l'interconnexion des réseaux. Vous avez probablement un besoin d'interconnexion. Je dis ça, je dis rien, mais avec le Cameroun, interconnexion Tchad-Cameroun, on en parle beaucoup. Ou alors certaines sources d'énergie dont vous disposez au Tchad, éventuellement des énergies renouvelables comme potentiellement le solaire, pour pouvoir améliorer l'accès à l'électricité des populations et éventuellement exporter aussi. Donc au niveau du marché, quel est votre ressenti, quelle est votre expérience? Et on passera aussi au niveau de l'électrification rurale. D'abord, la SNE, s'il vous plaît. Ok, merci pour la parole accordée. Je pense que la question de l'interconnexion, c'est une question capitale. Ouais. Construire un réseau interconnecté, c'est l'essentiel qu'on devait faire pour la sous-région. L'expérience au niveau du Tchad, s'il faut rappeler un peu le contexte de la production au niveau du Tchad, notre source de production, jusqu'aux preuves contraires, reste encore aujourd'hui du thermique. Et nous savons ce que c'est du thermique diesel, dont le coût de production est très élevé. Alors, très élevé, et depuis longtemps, nous continuons à produire à base du carburant diesel. Ce qui fait que le coût est extrêmement élevé. Nous produisons avec un coût de revient qui avoisine les 250 francs le kilowattheure. Et j'imagine que, là j'interpelle juste une parenthèse, le régulateur qui doit peut-être procéder à une compensation tarifaire éventuellement, voilà, pour pouvoir garantir aux ménages et aux industries un tarif sustainable pour leurs activités. Effectivement, parce que si je dis 250 francs, et le ménage lambda tchadien aujourd'hui
est soumis à un coût de kilowattheure moyen de 105 francs le kilowattheure. Ça veut dire que pour un citoyen lambda, il paye 85 francs le kilowattheure s'il consomme de 0 à 150 francs le kilowattheure le mois. Et au-delà, il paye 125. Donc le coût moyen est autour de 125. Donc vous imaginez un peu l'écart tarifaire qui se dégage entre le coût réel de revient que la SNE, en tant que société, devait facturer et ce que reçoivent comme subvention la population. Donc l'écart tarifaire... Et dont l'impact sur le budget de l'État. Exactement, parce que là, l'État qui est censé maintenant compenser l'écart tarifaire. Et c'est là où le problème se pose. L'État aujourd'hui s'imagine qu'il investit tellement au sein de la SNE, et ce qui est vrai, mais ces investissements-là sont complètement absorbés par les écarts tarifaires. Donc c'est un élément important, d'où aujourd'hui nous devons sortir du diesel, sortir de la production avec du carburant, avec du gasoil, mais aller vers les sources d'énergie renouvelable. Et c'est là aussi la problématique se pose. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut uniquement s'orienter vers la production sur la base des énergies renouvelables, des centrales thermiques, des centrales photovoltaïques, qui sont en train d'être construites partout aujourd'hui au Tchad. Et nous avons presque 60 MW en énergie renouvelable qui est presque en phase de démarrage presque des travaux. Et nous avons, en plus de ces énergies renouvelables, parce que là, vous conviendrez avec moi, l'énergie solaire, c'est vraiment pour l'utilisation dans la journée. Et le besoin, la population, généralement, si tu ne donnes pas de l'énergie à la population en journée, on n'est pas trop menacé. Mais c'est la nuit que la population a besoin de l'énergie. D'où le mix énergétique, s'orienter vers l'énergie renouvelable, oui, bien sûr, pour le développement, pour un peu baisser le coût de production, mais parallèlement, il faut investir dans d'autres sources d'énergie pour pouvoir équilibrer le solaire avec le thermique. C'est dans ce sens que le projet d'interconnexion entre le Tchad et le Cameroun est en train d'être mis en place. Depuis 1976, il était question de faire l'interconnexion. Entre-temps, je n'étais même pas encore né, entre le Tchad et le Nigeria. C'est un projet qui n'a pas abouti, c'est resté. Mais je pense que depuis 1990, où le projet d'interconnexion entre le Tchad et le Cameroun a commencé, il y a beaucoup eu de progrès en termes d'exécution. Parce qu'aujourd'hui, il y a un réseau qui doit être construit entre le Tchad et le Cameroun. Il y a d'abord un réseau interconnexion entre le nord du Cameroun, parce qu'il faut reconnaître que jusqu'à aujourd'hui, le nord du Cameroun n'est pas encore interconnecté au sud. Exactement, on a le RIS, voilà, le réseau interconnecté sud et le réseau interconnecté nord qui sont totalement séparés. Voilà. Aujourd'hui, s'il faut parler de cette interconnexion, on ne peut pas parler de l'interconnexion Tchad-Cameroun sans parler de l'interconnexion entre le sud du Cameroun et le nord du Cameroun. Parce qu'il faut reconnaître que le potentiel en hydroélectrique est beaucoup plus basé au sud du Cameroun. Exactement. Avec la nouvelle centrale qui va être mise en service, Nachtigal, d'ici décembre, je pense. Et ça fait partie, parce que là, la dernière réunion qu'on a eue du comité technique avec l'équipe du Cameroun, cette centrale pouvait déjà, à partir de cette centrale, on pouvait déjà approvisionner le Tchad avec une puissance d'environ 100 MW. Surtout que c'est une centrale d'une capacité de 420 MW, exactement. Qui peut monter à 450. Voilà. Donc, normalement, ça suffirait largement à couvrir les besoins les plus pressants du Tchad. Exactement. Donc il était question, dans un premier temps, d'alimenter le Tchad à partir de 100 MW du Cameroun, effectivement, de ce réseau interconnecté. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a la production qui est disponible, mais on n'a pas le réseau. Le réseau n'est pas disponible. Au stade actuel, on peut espérer la disponibilité du réseau parce qu'il y a des questions de financement qui sont presque bouclées. Les phases des études sont bouclées. Et pardon, juste pour comprendre, quand vous parlez de la production disponible, vous parlez des 60 mégas de... Non, quand je dis la disponibilité d'énergie à partir du Cameroun, ça veut dire la centrale de 420 MW qui doit être mise en service. Et le Cameroun nous a bien confirmé, à partir de cette centrale, ils peuvent dégager 100 MW
pour l'alimentation du Tchad. Je peux le confirmer aussi. Voilà, exactement. Ça, c'est lors de la dernière réunion du comité technique. Alors, donc, il faut construire le réseau interconnecté. À partir du Tchad, je pense que le projet qui est au niveau de la sous-région, surtout de l'Afrique centrale, qui est très avancé, c'est l'interconnexion entre le Tchad et le Cameroun. Et cette interconnexion est en train d'être construite sur la base de l'échange énergétique. Parce qu'il ne faut pas seulement regarder dans le sens unidirectionnel, mais il faut regarder dans le sens bidirectionnel. Ça veut dire que le Cameroun peut alimenter le Tchad à partir des hydroélectriques, mais le Tchad aussi peut alimenter le Cameroun avec du solaire. C'est pourquoi aujourd'hui, nous n'avons pas trop peur de ces centrales solaires-là qui sont en train de se mettre en place, parce que dans le cadre de cette interconnexion-là, dans la journée, nous pouvons alimenter le Cameroun, suivant les termes de contrat qui vont être mis en place. Et dans la nuit, nous pouvons prendre de l'énergie à partir des hydros du Cameroun. Dans le contexte... Le solaire, en fait, serait utilisé éventuellement à la pointe et l'hydro pour le reste. Parce qu'il faut savoir aussi que, bon, ça je parle sous le contrôle de l'ingénieur à qui je vais donner la parole tout à l'heure, sur les aspects techniques, mais quand on parle même de mix énergétique et de problématiques écologiques, il faut voir aussi en creux les problèmes écologiques qu'il peut y avoir à utiliser du solaire, à recourir au solaire. Chaque médaille a son revers, mais on en parlera un peu plus tard. Mais là, c'était déjà pour avoir un état des lieux, non seulement des problématiques de la Société nationale d'électricité du Tchad, mais aussi du marché en tant que tel. Comme vous dites, justement, les populations ne sont pas toujours complètement satisfaites avec l'offre actuelle. Mais quand on dit les populations, le bien-être des populations n'est pas seulement celui des populations urbaines, il y a les populations rurales aussi. Donc, je m'adresse à mon panéliste de l'ADERM, qui va peut-être nous parler un petit peu des réseaux off-grid, parce qu'on parle d'interconnexion de réseaux, mais il y a la problématique de l'électrification rurale. Et les zones rurales ne sont pas toujours interconnectées. On parle d'interconnexion au niveau africain, entre les pays, mais il y a aussi l'interconnexion entre les réseaux principaux et les réseaux ruraux, et l'impact que ça peut avoir sur les populations, sur les agriculteurs, qui aussi ont besoin d'électricité. Donc, quel est votre ressenti par rapport à ça, s'il vous plaît? Si on peut alimenter le micro de M. Djarouké. La régie, s'il vous plaît. Bonjour à tous. J'ai un peu écouté ce qu'on disait concernant l'interconnexion. C'est vrai que l'interconnexion entre les États est très intéressant, mais il s'avère qu'il y a énormément de problèmes. Bon, comme mon collègue a expliqué, il peut y avoir, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit par exemple au niveau du Cameroun, que ce soit au sud ou au nord, il faut que ça soit bien connecté. Et il faut qu'on résout aussi nos problèmes ici, en termes de réseau aussi. Mais en attendant, nous, au Tchad, on a un pays qui est très grand, très vaste, avec une très faible densité de population. Donc, et en termes d'électrification, on est à peine à 1%. Donc il faut, la majeure partie de la population se trouve dans les zones rurales. Et dans les zones rurales, on est à peine à 1%. Donc il faut donner de l'électricité à ces gens-là. Et l'interconnexion n'est pas... C'est bon pour les zones frontalières, mais les sites isolés, il faut faire quelque chose en attendant. Donc la stratégie qui a été mise en place, c'est surtout le off-grid, comme vous en parliez, parce que, comme je vous ai dit auparavant, le pays est très vaste, très faible densité de population. Donc faire un réseau qui peut relier les différents villages ou les villes va coûter extrêmement cher. Donc, à la place, en faisant les micro-grids, off-grid, nous, on se base en général sur 3 stratégies. On fait les mini-centrales, les micro-centrales, et pour les zones qui sont vraiment isolées, on fait la distribution de kits solaires. Donc, on essaie de gérer par rapport à ça, mais avec la volonté politique
tout est question de volonté politique et d'argent. Donc avec ça, on va y arriver et je pense, moi j'en suis sûr qu'on y arrivera. Et nous, c'est juste une expérience en parlant de tarification. Moi, c'est le régulateur qui va fixer les tarifications, mais en termes de capacité de paiement. Donc nous, on a été dans certains villages isolés et c'est juste pour charger, parce qu'ils ont maintenant, dans les villages, on n'a pas tous des smartphones, mais ils ont tous des téléphones. Et ces téléphones ont besoin d'être chargés. Et ils peuvent dépenser moi, on a vu certains, ils dépensaient juste pour l'ensemble de la famille, jusqu'à entre 15 et 20 000 francs par mois, juste pour charger leur petit téléphone. Donc ce qui fait, et ils ont des smartphones aussi. Donc ce qui fait que je pense qu'en termes de capacité de paiement, il y a la possibilité. Et comme l'a dit la vice-présidente, il y a des femmes qui sont capables dans les zones rurales d'épargner jusqu'à 60 000. Et je pense qu'avec toutes les dépenses qui sont effectuées, même en termes, parce qu'il n'y a pas de gaz. Donc les gens, ils sont obligés d'aller chercher du bois pour se chauffer. Et même les dépenses, parce qu'ils vont, les femmes en général, elles vont à Dodane. Et ça, on compte en ânes. Le bois qui vient, c'est en nombre d'ânes qu'on prend. Et juste avec ça aussi, ils arrivent à peut-être des dépenses mensuelles de 10 000 francs aussi. Donc si on met tout cela bout à bout, on se rend compte que la capacité de paiement peut être là. Donc maintenant, c'est à nous d'amener l'électricité et de leur permettre de consommer. Et puisque la capacité de paiement est là, si l'État ou alors des opérateurs, des IPP éventuels, amènent l'énergie à ces endroits-là, ils sont sûrs d'avoir au moins un retour sur investissement, en tout cas d'avoir leurs factures payées en temps et en heure. Oui, à ce niveau-là, je pense, parce que nous, on a c'est des petits retours d'expérience, parce qu'on a quelques projets qu'on a fait au niveau, que ce soit au niveau d'Amdjaras, et on est aussi sur des micro-centrales, mais vraiment très petites, d'une capacité qui vont de 36 à 40 kilos. Et en termes de paiement, il n'y a jamais eu de retard. Peut-être, en termes de retard, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a qui abandonnent, mais il y en a d'autres qui s'abonnent. Mais il y a peut-être quelques fraudes, mais c'est tout ça, c'est des problèmes qui sont liés, qui sont récurrents, quoi qu'on fasse. Mais en termes de paiement, ils payaient tous. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et on a un mini-central qui est plus mix éolien et thermique. Là aussi, en termes de paiement, ça fonctionne assez bien. Mais comme je disais, après, c'est avec le régulateur qu'il faut qu'on essaie de voir comment on pourrait, quels tarifs on pourrait mettre en place, voilà, c'est eux qui discutent de ça. Nous, on va leur amener les données qu'on a de disponibles par rapport aux différentes expériences qu'on a. Et avec ça, on peut fixer un prix qui soit atteignable par la plupart de la population, Inch'Allah. Absolument, absolument. Merci beaucoup. Et là, je me tourne justement vers l'ingénieur, Monsieur Jasro. Vous savez, il y a le marché, il y a la volonté politique, il y a les financements, il y a un certain nombre de problématiques autour de la mise en place d'un réseau interconnecté. Et je ne parle même pas encore de comment ce réseau interconnecté est alimenté. Mais à mon propos introductif, je parlais des défis d'ingénierie, des défis géologiques, géographiques, géopolitiques. Vous, dans votre posture d'ingénieur, est-ce que vous pouvez nous édifier un peu sur si on enlève enfin, j'ai pas envie d'appeler ça problématique, mais disons les notions politiques, régulatoires, et qu'on se tourne uniquement sous le prisme technique de la mise en place effective de tels réseaux, et ensuite, comment ils sont alimentés, comment vous voyez ça en tant qu'ingénieur, connaisseur de la sous-région CEMAC, CEAC. Merci beaucoup. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous entendez, Monsieur Jasro? Ok. En fait, moi, je vais aborder ça, comme il a dit, sur l'angle technique. Quand on parle de réseau interconnecté, de façon simple, c'est-à-dire c'est une région qui a du surplus, donne de l'électricité à une région qui a des manques. Donc, c'est ça l'interconnexion, en fait.
Mais pour que cette interconnexion se fasse, il y a des préalables. Un des panélistes ici a parlé des réglementations au niveau des prix et tout ça. Ça c'est son expertise, je vais laisser ça. Mais au niveau technique, il y a tout ce qu'on appelle standard. Par exemple, en Afrique centrale, si je ne me trompe pas, l'électricité, c'est autour de 50 Hz, contrairement en Amérique du Nord où c'est 60 Hz. Ouais. Et puis, pour interconnecter deux réseaux, il faudrait qu'on utilise la même tension, soit 120 000 volts, 69 000 volts, dépendamment de qu'est-ce qu'on décide. Mais ce voltage-là aussi vient d'un autre facteur qui est la distance de connexion. Okay? Parce que quand on transporte de l'électricité, on en perd par effet Joule. Donc si on veut, par exemple, tantôt on parlait de 100 MW qui doit partir de Natigal pour arriver à N'Djamena, je présume, ouais. Ben, il faudrait injecter un peu plus parce qu'on va en perdre, dépendamment de quel voltage on utilise. Et je suis convaincu que ça serait en courant alternatif. Donc il y a toujours cet effet de perte-là. Pour donner en fait des exemples des choses que j'ai participé, qui se font, il y a le WAP, West African Power Pool, qui regroupe à peu près 14 pays en Afrique de l'Ouest. Si on prend par exemple le Togo et le Bénin, ils ont une seule compagnie d'électricité, qui est la CEB. Donc les deux pays, il y a juste une compagnie d'électricité, l'équivalent de la SNE ici, mais qui gère les deux pays. Et au niveau du WAP, ils ont décidé, par exemple, le Nigeria produit, donne l'électricité au Niger, au Burkina Faso, et puis une partie du Mali. J'ai eu la chance de participer à ce projet-là parce que je fais de la consultation et puis mon rôle, c'est vraiment s'assurer que les ingénieurs dans les différents pays utilisent les mêmes standards et s'assurent que les conceptions sont faites de la même façon. Parce que l'autre aspect, par la suite, ça va être la maintenance du réseau. Tantôt, il parlait de réseau, construire le réseau, ça c'est une chose, mais il faudrait aussi que la maintenance se fasse de façon standard. Ouais. Parce qu'une fois que le réseau est connecté, ce n'est pas juste l'échange d'énergie, mais c'est aussi l'échange, entre guillemets, des problèmes. S'il y a un défaut dans un réseau quelque part, ça affecte tout le reste du réseau. C'est un déclenchement. Okay? Donc il faudrait vraiment que ça se fasse dans les règles de l'art. En gros, c'est ça l'aspect technique, de façon très résumée, que je partage avec vous. Maintenant, merci, mais la partie, aussi j'insiste un peu sur le côté opérationnalisation de ces autoroutes de l'énergie par soit des systèmes d'interconnexion électrique, ouais. Soit, si on veut, disons, prendre un peu plus large, les fameux pipelines dont on parle, parce qu'on est quand même dans le cadre du CABEF et pas uniquement sous le prisme de l'électricité, mais aussi du gaz, du pétrole, etc. Et une fois de plus, en tant qu'ingénieur, quels sont les obstacles ou les challenges que vous voyez, ou que s'il vous était donné de conseiller les membres du projet CAPS ou alors les gouvernements impliqués dans ce projet-là, les défis à relever sur le terrain. Par exemple, si on veut interconnecter Inga, par exemple, au Zaïre, en RDC, qui est supposé alimenter potentiellement une bonne partie ici dans toute l'Afrique. Si on veut connecter Inga au Cameroun, et donc partie du Cameroun vers le Tchad, pas uniquement par Natigal, mais par Inga qui transiterait par le Cameroun, et aussi la RCA. Comment est-ce que vous voyez les différents obstacles sur le plan de l'ingénierie? Et après, on parlera du financement, notamment avec la SNE. C'est ça. En fait, une fois que la décision en fait, du projet est prise, l'enjeu principal, c'est le tracé. En fait. Voilà. Okay? Et puis tous les obstacles qu'on peut rencontrer. J'ai eu la chance de travailler sur quelques projets en Afrique, comme par exemple le barrage de Manvélé au Cameroun. Le tracé jusqu'à Yaoundé, c'est moi qui l'ai conçu. Et puis, mon expérience le plus basée sur le tracé, c'est plus en Amérique du Nord, où on peut sans doute se dire que c'est les terrains les plus difficiles. Mais on arrive. La flexibilité qu'on a avec les lignes, c'est pas une route. Okay? Quand c'est une route, on a des angles de virage à respecter. On doit aller en ligne droite, et puis des pentes très douces.
Mais dans les tracés des lignes, on peut aller sur le flanc de la montagne, on peut traverser des cours d'eau, on appelle ça des pylônes de traversée, c'est des conceptions assez spéciales. Mais en général, pour des pays en voie de développement ou émergents comme le Tchad et puis l'Afrique centrale, on essaye de coller le tracé de la ligne sur les routes. Ok. Une des raisons, c'est quoi? C'est que c'est pour la maintenance et la construction. Pour pouvoir accéder au réseau. Pour amener le matériel, pour concevoir le pylône, les fondations et ces choses-là. Donc on essaye de côtoyer une route si elle existe, ça diminue les coûts en termes de construction, en termes de maintenance. Maintenant, s'il n'y a pas de route, et ça j'écoutais tantôt, on parlait du pipeline, ça va être le même principe à peu près avec le pipeline. Même s'il y a des angles de courbure avec le pipeline à respecter, on n'a pas forcément besoin de suivre la route, mais pour des raisons de maintenance, il faudrait que ce ne soit pas très loin des axes principaux de la route. Donc, s'il y a un truc que je vais ajouter par rapport à ce projet-là, quand les gens vont le regarder, quand on cherche un easement, when we look for an easement for a pipeline or transmission line, we have to look ahead, like in the future. What are the projects that are already envisaged? What are the projects that are coming? Okay, are we going to build a new line? Are we going to build just a fiber optic routing in the future? Are we going to build, let's say, for example, a rail track or just a road? Okay, we have to think ahead to be able to combine all those things together to have an easement wide enough. Parce que les problèmes vont être les mêmes. Au niveau environnemental. On fait un projet de pipeline ou de ligne aujourd'hui, on règle le problème ponctuellement pour juste cette ligne-là. Mais dans 20 ans, on va revenir et puis on veut construire une autoroute à côté. Mais si on avait déjà pris une emprise assez large, même si on ne la construit pas, on prend l'emprise assez large, on règle le problème d'un coup. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important. Je crois que dans la plupart des pays concernés, ici dans la zone CEAC, CEMAC, il y a des ministères de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire. C'est dommage parce qu'on n'a pas un département ministériel sur ce panel, mais je pense quand même que le régulateur, éventuellement, peut se faire le porte-parole de l'État, des États même. Ce n'est pas nécessairement le Tchad. Encore une fois, je dis sur ce panel, nous ne parlons pas spécifiquement du Tchad, mais nous essayons de mettre nos énergies, nos expériences au service de la zone large CEAC, CEMAC. Donc, en ce qui concerne cet aspect de plan, comme l'ingénieur l'a dit, de plan d'aménagement du territoire, est-ce que vous avez connaissance de mise en place de synergie, de discussion entre les différents États sur ce plan-là, pas seulement sur le plan régulatoire, comme on a dit tout à l'heure, mais sur ce plan-là, pour que la mise en exécution de tels projets se fasse de manière fluide, intelligente et tenant compte de l'avenir? Oui, je pense que la question que vous posez là, elle est centrale. Elle est centrale en ce sens qu'elle vient compléter justement tous les éléments que nous venons d'évoquer, que ce soit dans le cadre de la production, la réglementation, la mise en place des institutions, ou sur des aspects techniques. Sur des aspects techniques, tout à l'heure, on a relevé, dans le cas de la sous-région, le travail incommensurable qui a été déjà produit par le PEAC. En partie, si on se base sur l'expérience de l'Afrique de l'Ouest, comme l'ingénieur vient de le relever, en Afrique centrale, il y a eu un souci, en fait, de la mise en place des organes. Je l'avais relevé tout à l'heure. Il est question tout simplement qu'on puisse donner la possibilité aux organes, aux institutions qui existent de porter tous les éléments, que ce soit sur les aspects techniques, réglementaires ou autres, qu'on puisse porter tous ces éléments à l'attention des organes politiques qui sont le CEAC ou bien la CEMAC, afin d'avoir l'assentiment, d'avoir la possibilité de concrétiser toutes ces idées-là. Or, la difficulté que nous avons au niveau de l'Afrique centrale, c'est justement d'attendre que les organes politiques puissent nous fixer le cap.
Et tout à l'heure, j'étais très content d'entendre Madame la vice-présidente et le commissaire parler du fait qu'il faudrait qu'on soit à mesure de s'approprier certains projets qui sont du domaine du business. Il ne faudrait pas que le politique se mette au devant pour essayer d'imposer un certain nombre de règles à tenir. Et là, ça asphyxie complètement l'activité. C'est ce qui fait que nous avons des difficultés, je l'ai relevé tout à l'heure, à mettre en place des réglementations qui tiennent la route, à mettre en place même des institutions. Comme je le disais tout à l'heure, ça fait 2 ans que nous avons porté sur des fonds baptismaux la création du régulateur sous-régional. Mais maintenant, pour que ça soit opérationnel, et je vous rappelle pour la petite histoire, et je pense que je parle sous le contrôle de Madame la Présidente, la Vice-Présidente, les financements qui étaient disponibles pour l'opérationnalisation du régulateur sous-régional, nous sommes en passe de les perdre parce qu'on avait 2 ans pour pouvoir mettre en place cet organe-là, sans quoi les fonds étaient perdus. C'est l'Union européenne qui avait mis à disposition ces fonds-là. Et je pense que les 2 années sont en train de s'écouler et les fonds avec. Et donc, ça va rester un problème. Ça va rester un problème, mais j'ai envie de dire ce sont les fonds de l'Union européenne. On a parlé tout à l'heure dans le précédent panel de financement, de la nécessité de faire un financement sud-sud, parce que sans vouloir plonger dans les détails liés au financement de tels projets, que ce soit au niveau de l'harmonisation des réglementations, mais aussi de la construction pure de réseaux interconnectés, il y a la question liée à la souveraineté financière, la souveraineté des projets. L'Union européenne, on peut saluer les différentes initiatives qu'ils font dans les pays du Sud, mais ils n'auront jamais la même stratégie que nos pays en ce qui concerne le développement et l'atteinte de la souveraineté énergétique de notre région, parce qu'il y va de l'industrialisation de nos différentes régions, des premières, deuxième, voire troisième transformations, donc de la maîtrise des matières premières, de la maîtrise des prix, mais ça c'est un autre long débat. Oui. Et c'est pour dire justement que, financement ce que de vous l'Union dites là, européenne... je pense que je vous coupe là-dessus parce que pour justement soutenir ce que vous dites là. On parlait tout à l'heure du PEAC qui a une existence de 20 ans à peu près, voire plus. La plupart des études de faisabilité au niveau du PEAC ont été conduites sur la base des financements de l'extérieur. Et donc, ça reste une propriété des personnes ou des institutions qui ont financé cela. Et qui paye, contrôle. Justement. D'où la non-applicabilité de tous les projets, même qui existent avec des études de faisabilité. Il y a des conditions que le CEAC, je parle toujours sous leur contrôle, le CEAC et autres ne sont pas en mesure de satisfaire ceux qui ont conduit des études. Et du coup, ça reste, et la plupart de ces études sont tombées en désuétude. Tout à fait. Et on voit donc les problèmes concrets, les difficultés, les lenteurs, les forces d'inertie en présence pour mettre en place des projets de cette nature-là, qui est par exemple le projet CAPS. Et justement, pour aller vers la fin de ce panel, je vais demander aux uns et aux autres justement de nous édifier sur ce qu'ils voient, ce qu'ils envisagent, ce qu'ils pourraient formuler comme recommandation pour donner plus de traction, vu qu'on sait déjà quels sont les problèmes, on sait où est l'offre, on sait où est la demande, on sait où sont les problèmes d'ingénierie, où sont les problèmes de financement. Quel serait, en tour de table, je commencerai par l'extrême droite, le take-away pour faire en sorte que ce projet d'interconnexion sous-régionale et alimenté par un mix énergétique puisse arriver à maturité assez rapidement, parce que je sais qu'à la fin de ce forum, de cette conférence, on va faire un catalogue de recommandations et ce serait assez constructif d'avoir certaines recommandations de ce panel. Donc on fera juste un tour de table, ça peut être 30 secondes. Moi, ce serait pas vraiment une recommandation au niveau de l'interconnexion, mais ce serait une recommandation au niveau général. Donc je pense qu'on sait tous qu'il n'y a pas de développement économique et social sans l'énergie. Et nous, au niveau de l'Afrique, ce qui nous manque, et surtout au niveau de l'Afrique centrale, il nous manque l'énergie. Donc je pense que des initiatives, la solidarité entre les différents pays, entre les différentes régions,
il y a déjà des initiatives un peu comme Desert to Power qui ont été interrégionales. Donc comme l'initiative comme le CAPS, c'est ce genre d'initiative en étant solidaire, parce qu'on est toujours plus fort ensemble que tout seul. Donc je pense qu'en mettant en place ce genre d'initiative et qu'en se mettant ensemble, les différents États, en essayant d'être indépendants, c'est-à-dire, comme vous disiez, financer nos propres projets nous-mêmes, hein, c'est que comme ça qu'on avancera. Et je pense qu'il y a une certaine volonté de l'ensemble des pays, de l'ensemble des États, de l'ensemble des politiques. Et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra y arriver. Et je pense que la solidarité, surtout entre nous, est la chose la plus importante pour qu'on puisse avancer. Merci. Merci beaucoup. On va passer la parole au régulateur, mais pas en tant que régulateur, hein, en tant que force de proposition pour la mise en place de ce projet. Oui, de façon générale, premier élément que je voudrais dire ici, c'est à l'attention de nos institutions politiques sous-régionales, je m'excuse. Il faudrait qu'elles soient à mesure de donner confiance aux autres institutions pour qu'on puisse arriver à harmoniser toutes nos réglementations qui existent au niveau de nos États. Ça, c'est un. Et ces mêmes institutions ont aussi un rôle important à jouer pour la mise en place du partenariat public-privé. Là, il y a un rôle très important à jouer. Ça permettrait justement au secteur privé de se sentir vraiment prêt à amorcer aussi la mise en place d'un certain nombre d'activités dans ce sens-là. Ça, c'est en ce qui concerne les institutions politiques qui existent au niveau de notre région, à savoir le CEAC et éventuellement la CEMAC. Au niveau même de l'activité, je pense que le CABEF, avec l'annonce du financement qui nous a été faite ce matin, c'est un outil très important parce qu'il met enfin en lumière la possibilité d'exister par nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et il faudrait que, de façon rapide, les outils qui accompagnent l'accès à ces financements soient mis en place. Parce que généralement, on met en place des outils, mais on ne les accompagne pas de tout ce qui est possible pour pouvoir donner accès aux États et permettre à ces États-là de mettre en place de façon durable et rapide les projets qui existent. Donc il faudrait que, de façon rapide, ces financements qui vont se mettre en place, ces banques qui se mettront en place, soient à mesure de donner satisfaction aux États ou bien à la sous-région pour que nous puissions aller de façon rapide. C'est surtout la capacité d'exécution avec ce qui est entre les mains. Et monsieur Parce que ça, c'est très important. L'exécution, tout est dans l'exécution. Monsieur Bedaïbe de la SNE, votre take-away, vos recommandations, si vous aviez en face de vous les membres du projet CAPS et surtout nos gouvernants dans nos différentes régions, nos différents pays. Ok, merci. Je pense que construire un réseau, interconnecter un réseau d'abord, suppose que dans chaque pays, il y a un réseau. Ça veut dire qu'il y a un travail d'abord à faire au niveau de chaque pays avant d'interconnecter. Je le dis parce qu'aujourd'hui, nous, au niveau du Tchad, nous partons vers l'interconnexion. Nous partons vers l'interconnexion avec les pays sous-régionaux. Et cette interconnexion impose l'achat de l'énergie. Et généralement, c'est de l'énergie qui doit être prise en take or pay. Ça veut dire qu'on souscrit un contrat d'énergie qui dit, OK, le Tchad vend de l'énergie au Tchad à 100 MW. Le Tchad est obligé de prendre le 100 MW. Cela suppose que... pour les 100 MW qu'ils les prennent ou pas. Cela suppose que nous devons, au niveau interne du Tchad, travailler notre réseau de sorte à évacuer la totalité de la capacité d'énergie, au risque de nous amener à payer de l'énergie non enlevée. C'est-à-dire que vous n'avez pas enlevé et vous payez. Surtout que donc, ça ne se conserve moi, pas. la recommandation, c'est au niveau déjà de chaque pays. Chaque pays doit déjà commencer à travailler, à investir sur son propre réseau pour déjà préparer ce réseau d'interconnexion entre les pays membres. Surtout, je pense que le Tchad sera très bénéfique vu le coût de production que j'avais évoqué tout à l'heure. L'interconnexion
va vraiment permettre à baisser conséquemment le coût d'énergie et aussi à stabiliser la production. Nous sommes en train d'aller vers le solaire. Oui, aujourd'hui, notre thermique tourne autour de 70 MW pour une demande de la ville qui va autour de 150 MW. Donc, nous sommes seulement à un tiers de la satisfaction de la population. Donc, pour l'État, le mix énergie, l'interconnexion permet de réduire. Et ça va permettre de réduire la subvention de l'État vis-à-vis aussi de la SNE. Et aussi, les échanges énergétiques avec les autres pays va permettre l'électrification rurale. Tout à fait. Par exemple, à titre d'exemple, l'interconnexion entre le Tchad et le Cameroun va permettre à électrifier presque 64 localités au niveau du Tchad. Ça veut dire qu'à partir de Bongo jusqu'à N'Djamena, donc toutes ces localités-là vont être électrifiées. Donc l'électrification rurale va vraiment bénéficier également de ces interconnexions-là, que ce soit du Tchad, du Cameroun ou dans tous les pays de la sous-région. Il y a un travail à faire et cette interconnexion-là est très bénéfique. Et surtout la partie gazodique qui permet d'échanger déjà d'énergie, de gaz. Aujourd'hui, nous fonctionnons uniquement, nous tendons vers le HFO qui n'est pas aujourd'hui soutenu dans le monde entier. Donc aujourd'hui, l'énergie thermique acceptable encore, c'est du gaz. Donc ce projet gazodique-là, moi je pense que c'est une solution, non seulement pour les ménages, pour la production d'énergie, où dans tous les pays, des centrales peuvent être implantées pour la production d'énergie et également pour les ménages. Donc c'est un projet important pour le Tchad et pour la sous-région. Et c'est un projet que nous appelons de tous nos voeux. Et on va terminer avec l'ingénieur Jasro sur, justement, vous avez parlé des pipes, de gaz, de moins d'utilisation du HFO et même du LFO. Il faut le préchauffer. Le coût n'est pas seulement sur l'énergie fossile, mais c'est la maintenance. Maintenir les tuyaux à une certaine température, les camions à une certaine température. Donc pour conclure, sur la force de proposition que vous pouvez éventuellement partager avec nous pour la mise en place rapide de ces autoroutes de l'énergie à travers le réseau interconnecté. En fait, ne connaissant pas très bien les détails de comment l'énergie est générée dans la sous-région, je connais un peu le Cameroun pour l'hydroélectricité, un peu thermique, le Tchad aussi avec des énergies fossiles traditionnelles. L'énergie mixte, en fait, vient donner une certaine flexibilité. Que ce soit aux utilités locales, comme la SNE, ou au travers des IPP, Independent Power Producer. Je ne sais pas c'est quoi la loi au Tchad, mais en fait, si on introduit ces IPP-là, qui génèrent de l'énergie sous d'autres formes, biomasse, solaire, éolien éventuellement. Mon frère ici a parlé de l'énergie solaire qu'il fallait évacuer dans la journée et puis tout ça, mais il y a des moyens de stockage de cette énergie-là. Et aussi dans l'échange d'énergie, en fait, c'est comme une transaction à la bourse. Supposez que le Tchad prend 100 mégawatts d'énergie hydroélectrique qui vient ici. Mais on a une demande en heure de pointe, peut-être, je ne sais pas, de 150. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on produit de l'énergie éolienne ou solaire qui nous coûte cher à stocker, n'est-ce pas? Mais le barrage au Cameroun, tant qu'il ne turbine pas l'eau, il ne génère pas l'électricité. Donc, toute eau qui n'est pas turbinée est une économie d'énergie. En tout cas, ce sujet est tellement important que j'ai l'impression qu'il va être abordé dans un panel d'aujourd'hui ou de demain, d'une part, et d'autre part, je pense qu'on pourrait pousser cet échange-là. Nous sommes tous ici dans la salle. C'est vraiment, de manière opérationnelle, un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Nous sommes malheureusement pris par le temps, mais il faut absolument que nous arrivions à creuser ce sujet-là et transformer même cette discussion en une opération B2B entre vous, entre les différents opérateurs qui sont présents. Donc, pour une sorte de wrap-up de ce panel, je retiendrai surtout des idées forces qui tournent autour de la solidarité,
entre les différents pays, entre la mise en place des politiques et des synergies. La confiance, évidemment, rien ne se fait sans la confiance, mais je pense que c'est déjà un acquis parce que la plupart des pays de la CEAC et de la CEMAC ont un mode de fonctionnement qui est extrêmement fluide et efficace, malgré le fait que tout n'est pas forcément linéaire tous les jours, mais c'est la vie qui veut ça. Il y a le rôle des PPE, des PPP, des partenariats publics-privés, qui est extrêmement important parce que c'est eux qui mettent en place le système et après la législation peut suivre parfois pour mettre en œuvre. Il y a l'idée d'investir dans les réseaux afin de les optimiser et apporter plus de flexibilité à ces différents échanges d'énergie entre nos différents pays de la sous-région. Sur ce, je vous remercie d'avoir participé, on va dire, partagé l'écoute des lumières, des énergies en place autour de ce panel. Je vous remercie une fois de plus pour votre aimable attention. Merci beaucoup aux éminentes personnalités pour l'animation de ce panel qui est très important pour ce CABEF 2023. Sans transition, nous allons passer au prochain et dernier panel de la journée. Ça va être assez shortly parce que nous n'aurons que 2 intervenants qui vont venir nous entretenir sur la synergie des mines et des hydrocarbures pour l'industrialisation de l'Afrique centrale. Il s'agira de M. Pierre Warren, directeur général de la Tract Afrique. Et il y aura aussi M. Sadrak Dobé, directeur général de géologie au ministère des Mines et de Géologie au Tchad. Il y aura comme modératrice Madame Esther Koketso Lediga qui viendra modérer ces panels-là. J'invite alors M. Pierre Warren ainsi que M. Sadrak Dobé à s'approcher afin qu'on puisse installer les micros. Je demande votre indulgence à la salle, ça sera le dernier panel de la journée et c'est sur une question très importante car il parlera de la synergie des mines et des hydrocarbures pour l'industrialisation de l'Afrique centrale.